Mon mari pensait que j'étais infertile. Il a fait entrer sa maîtresse enceinte chez nous et m'a dit froidement, « Si tu ne peux pas me donner d'enfant, quelqu'un d'autre le fera. » Puis il l'a serré dans ses bras, sous mes yeux. J'ai juste souri et je suis parti. Ce que j'ai fait ensuite l'a détruit. Mon mari a fait entrer sa maîtresse enceinte chez nous, un jeudi soir pluvieux. Il a passé un bras autour de ses épaules, et m'a regardé avec le genre de froide assurance que seul un lâche prend pour de la force. « Si tu ne peux pas me donner d'enfant, a-t-il dit, quelqu'un d'autre le fera. » Puis il l'a embrassé sur le front, dans ma cuisine, la cuisine que j'avais peinte moi-même. 3 étés plus tôt, pendant qu'il se tenait à proximité, buvant de la bière et me promettant que nous vieillirions ensemble dans cette maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, j'ai pris mes clés de voiture et je suis sorti par la porte d'entrée, car Daniel Carter avait fait une erreur catastrophique. Il pensait que c'était moi qui étais infertile. La pluie m'a suivi tout le long de l'Interstate 88, brouillant les lumières oranges de l'autoroute en de longues traînées tremblantes sur mon pare-brise, et quelques par entre le centre-ville de Chicago et Naperville, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Mes mains étaient stables. Après tout ce qui venait de se passer. Après l'humiliation, la cruauté, et la mise en scène délibérée de tout cela, je ne tremblais pas. J'étais épuisé. Il y a une différence. Les gens pensent que la trahison arrive comme une explosion. En vérité, elle arrive lentement. Tranquillement, comme l'eau qui s'infiltre dans une cloison sèche, jusqu'à ce qu'un jour, tout le plafond s'effondre au-dessus de votre tête. Quand Daniel a fait entrer Kayla dans notre maison, notre mariage mourait déjà. Depuis des années. Il se trouvait juste que j'étais la dernière personne prête à l'enterrer. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 34 ans et pendant près de 12 ans, j'ai travaillé comme infirmière pédiatrique au Rush University Medical Center. Je passais la plupart de mes journées à réconforter des enfants effrayés et des parents épuisés. Et quelque part en chemin, je suis devenu très doué pour calmer les autres, tout en ignorant le lent désastre qui se déroulait en moi. Daniel et moi étions mariés depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête du 4 juillet sur un toit en plein centre-ville. Il était charmant, ambitieux, beau de cette manière banlieusarde polissée que les femmes sont incitées à croire. Il vendait de l'immobilier commercial, portait des montres coûteuses, se souvenait des anniversaires, laissait des pourboires suffisants pour que les gens le remarquent. Il savait comment jouer la bonté. Et pendant longtemps, j'ai confondu la performance avec le caractère. Les 2 premières années de notre mariage ont été vraiment heureuses. Nous avons acheté une étroite maison à 2 étages à Aurora, avec un revêtement blanc et des volets bleus. Nous organisions des barbecues l'été, buvions du vin sur la terrasse arrière, parlions sans fin des enfants que nous envisagions d'avoir un jour. Daniel voulait un fils. Il le disait parfois avec désinvolture, en riant. Mais assez souvent pour que je le remarque. Un petit garçon, disait-il au Jean, futur lanceur des Cubs. Au début, essayer d'avoir un bébé était excitant, plein d'espoir même. Puis les mois ont passé, puis les années. Chaque test de grossesse négatif ressemblait à des funérailles privées. Pourtant, je continuais à croire que les choses finiraient par arriver. Mon gynécologue ne s'est pas alarmé au début, stress, horaire de travail, hormones. Beaucoup de couples luttaient. Quelques années plus tôt, j'avais eu de légers symptômes de SOPC. Rien de grave, mais Daniel s'est accroché à cette information comme si c'était un verdict de tribunal. Silencieusement, subtilement, presque imperceptiblement, le blâme s'est déplacé vers moi. Pas ouvertement au début, jamais ouvertement. C'est ainsi que le ressentiment grandit dans les quartiers huppés, avec leurs comptoirs en granit et leurs cartes de Noël familiales. Personne ne crie au début. Ils soupirent simplement. Plus souvent. Ils arrêtent de vous prendre la main dans les supermarchés.
Il fixe trop longtemps les étrangers qui poussent des poussettes. La mère de Daniel, Patricia, a aggravé les choses. Elle vivait à Oakbrook et portait en elle la déception permanente d'une femme qui pensait que la vie l'avait en quelque sorte sous-payée. Chaque Thanksgiving, elle trouvait de nouvelles façons de me blesser poliment. Peut-être que toi et Daniel devriez arrêter d'attendre si longtemps, disait-elle, en resservant des verres de vin. Ou, la fille de mon ami a fait une effivée tout de suite. Il n'y a aucune honte à se faire aider de nos jours. Un soir de réveillon de Noël, en distribuant des cadeaux près de la cheminée, elle m'a souri et a dit, je prie juste pour que Daniel puisse vivre la paternité avant qu'il ne soit trop tard, comme si je lui avais volé quelque chose. Daniel ne m'a jamais défendu. Ce fut le début de la vraie rupture. Non. Pas les craintes d'infertilité, ni même l'affaire finalement, mais le silence. Un mari aimant protège votre dignité, même lorsque le monde devient inconfortable. Daniel a plutôt protégé son propre confort. Environ 18 mois avant qu'il ne ramène Kayla à la maison, mon médecin a recommandé des tests de fertilité pour nous deux. Elle l'a dit doucement, professionnellement, comme quelqu'un habitué à naviguer parmi des égos fragiles. Daniel a ri dès que nous sommes arrivés au parking. Je ne vais pas me masturber dans une tasse, parce qu'un médecin veut facturer notre assurance. Je me souviens l'avoir regardé sur le siège passager, vraiment stupéfaite. Ce sont des tests normaux, ai-je dit doucement. Pour toi, peut-être? Pour nous deux. Sa mâchoire s'est serrée instantanément. Je ne suis pas le problème ici, Émilie. Cette phrase est devenue le fondement de tout ce qui a suivi. Il a refusé tous les rendez-vous après cela. Chaque conversation sur la fertilité se terminait par de l'irritation, du sarcasme ou de la distance. Finalement, j'ai arrêté de demander, car j'étais fatigué de supplier mon propre mari d'affronter la réalité avec moi. Et quelque part au cours de cette année, Daniel a changé. Ou peut-être a-t-il simplement cessé de faire semblant. Il est devenu plus tranchant. Il critiquait constamment de petites choses, les courses que j'achetais, les heures que je travaillais, le fait que j'étais toujours fatigué. Après des gardes de 12 heures à l'hôpital. Il a commencé à rester tard au bureau. Plus souvent. Son téléphone était posé face cachée sur les tables. Il a commencé à aller à la salle de sport le soir, alors qu'il ne s'était jamais soucié de ça. Forme physique auparavant. Je savais, les femmes savent toujours bien avant de se l'admettre. Pourtant, il y a un stade humiliant avant l'acceptation, où vous devenez une actrice dans votre propre vie. Vous souriez au dîner. Vous posez des questions normales. Vous faites semblant de ne pas remarquer le parfum qui n'est pas le vôtre, et qui persiste sur le col de votre mari. Puis, un après-midi. Environ 6 mois avant que tout ne s'effondre, je l'ai vu. Kayla. Je me suis arrêté au bureau de Daniel, en centre-ville, pour le surprendre avec un café. Et à travers la paroi vitrée de la salle de conférence, j'ai vu une jeune femme blonde rire de quelque chose qu'il avait dit. Elle ne devait pas avoir plus de 27 ans. Belle d'une manière bruyante et naturelle. Cheveux parfaits. Injection aux lèvres coûteuses, taille fine, pleine de confiance et de charme. Soigneusement élaborée pour les réseaux sociaux. Daniel la regardait comme les hommes regardent les femmes quand ils veulent se sentir jeunes à nouveau. Quand il m'a vu debout là, tout son visage a changé. Pas de culpabilité, de l'agacement. Ce fut le moment où j'ai vraiment compris que notre mariage était en danger. Un homme coupable se soucie encore de votre douleur. Un homme agacé ne se soucie que du fait que vous ayez remarqué. Cette nuit-là, il a à peine parlé pendant le dîner. 3 semaines plus tard, il a commencé à dormir dans la chambre d'amis, parce que le stress affectait son sommeil. Et puis est venu le jeudi soir qui a tout mis fin.
Je venais de rentrer de l'hôpital après avoir perdu un patient de 6 ans atteint de leucémie plus tôt dans l'après-midi. J'étais émotionnellement vidé, me déplaçant déjà dans la cuisine en tenue de travail taché de fatigue, quand j'ai entendu la voiture de Daniel se garer dans l'allée. Puis une autre portière de voiture s'est ouverte. J'ai regardé par la fenêtre de devant et je l'ai vu sortir à côté de lui, une main posée protectrice sur son ventre. Enceinte. Tout mon corps est devenu froid. Daniel est entré dans la maison sans hésitation, comme s'il avait le droit de me détruire publiquement. Émilie, a-t-il dit calmement. Nous devons parler. Kayla se tenait légèrement derrière lui, faisant semblant d'être mal à l'aise. Mais pas assez pour partir. Puis est venue la phrase. Si tu ne peux pas me donner d'enfant, quelqu'un d'autre le fera. Je me souviens du ronronnement du réfrigérateur dans le silence qui a suivi. Je me souviens de la pluie frappant les fenêtres. Je me souviens avoir regardé sa main autour de sa taille et avoir réalisé quelque chose de presque incroyable. Il pensait vraiment qu'il était là. Victime. Et soudain, pour la première fois depuis des années, j'ai cessé d'avoir honte, car 3 semaines plus tôt, après avoir secrètement consulté seul un spécialiste de la fertilité, j'avais enfin reçu mes propres résultats de test. Il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi. Rien. Et si Kayla était enceinte? Alors quelqu'un d'autre avait menti aussi. Ma sœur Rachel a ouvert la porte d'entrée avant même que je ne frappe. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage. S'est écartée silencieusement et a dit, la chambre d'amis est déjà prête. C'était ça, les sœurs. Les bonnes savaient toujours quand ne pas poser de questions immédiatement. Rachel vivait à Naperville avec son mari et ses 2 adolescents, dans une grande maison coloniale en briques, nichée dans l'un d'eux. Ces quartiers résidentiels calmes, où chaque pelouse semblait professionnellement tondue et chaque porte de garage se fermait exactement à la même vitesse. Sa maison sentait le café, la lessive et la sécurité. Après le chaos émotionnel de ma propre maison, le calme m'a presque fait mal. J'ai dormi 14 heures d'affilée la première nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé désorienté, fixant des murs beiges inconnus, tandis que la pluie tapait doucement contre les fenêtres, et pendant une seconde bénie, j'ai tout oublié. Puis je me suis souvenu du regard de Daniel quand il a passé son bras autour de Kayla. Pas de culpabilité, mais de la victoire, comme si m'humilier avait tant quelque sorte restauré sa masculinité. Je suis resté allongé longtemps, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de ma tête. Et sous le chagrin, sous la douleur, un autre sentiment a commencé à s'installer. La clarté. Il arrive un moment, dans certains mariages, où l'amour meurt assez tranquillement pour que l'on puisse entendre la vérité en dessous. La vérité était celle-ci, Daniel avait passé des années à se convaincre que j'étais le problème, parce que l'alternative le terrifiait. Et maintenant, un enfant innocent, peut-être même pas le sien, était devenu partie de ce mensonge. Rachel m'a trouvé en bas vers midi, assise à l'îlot de la cuisine, enveloppée dans l'un de ses grands sweatshirts. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé doucement. Pas vraiment. C'est si grave que ça. J'ai laissé échapper un rire. Fatigué. Il l'a ramenée à la maison. Raclement de gorge. Rachel s'est figée à mi-chemin en versant le café. Quoi? Elle est enceinte. Le silence qui a suivi était assez lourd pour briser du verre. Rachel n'avait jamais beaucoup aimé Daniel. Elle le tolérait, parce que je l'aimais. Mais même des années plus tôt, elle le qualifiait de « charmant » de façon performative. Ce qui m'énervait à l'époque, car cela semblait prétentieux et injuste. Maintenant, je réalisais qu'elle l'avait simplement vu plus clairement que moi. « Oh, Émilie » a-t-elle murmuré. J'aurais dû pleurer alors. Au lieu de cela, j'ai dit quelque chose qui m'a surprise moi-même, je ne pense pas que le bébé soit le sien.
Rachel a cligné des yeux fortement. Quoi? Je me suis levé lentement et j'ai marché vers mon sac de voyage, près des escaliers. À l'intérieur se trouvait une grande chemise cartonnée que j'avais préparée à la hâte la veille, non pas parce que j'avais prévu de partir, mais parce qu'un instinct profond en moi savait que j'aurais besoin de preuves un jour. J'ai posé la chemise sur le comptoir et l'ai ouverte délicatement. Bilan sanguin. Analyse hormonale, échographie, évaluation de fertilité. Rachel a parcouru les papiers, confuse. Je pensais que ton médecin avait dit, elle a dit que j'avais de légers problèmes hormonaux il y a des années, les jeux interrompus. Doucement. Pas d'infertilité. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai expiré avec un tremblement. Il y a 3 semaines, je suis retourné faire des tests complets et je vais bien. Rachel m'a regardé pendant plusieurs secondes. Puis son expression a changé lentement, de la confusion à la fureur. Il n'a jamais été testé, n'est-ce pas? Non. Pas une seule fois, j'ai secoué la tête. Rachel a marmonné quelque chose sous son souffle que je ne répéterai pas. La vérité était presque embarrassante, par sa simplicité. Après des années à supposer que le problème venait de moi, après avoir enduré les commentaires de Patricia et le ressentiment croissant de Daniel, et ma propre honte privée. Il n'avait fallu qu'un seul spécialiste compétent de la fertilité pour me dire quelque chose que personne d'autre n'avait pris la peine de dire. Clairement auparavant, les couples en bonne santé qui ont du mal à concevoir devraient tester les 2 partenaires, pas seulement la femme. Le docteur Kaplan avait été gentille. Elle était assise en face de moi dans son bureau, tenant mon dossier, et elle a dit attentivement, « Émilie, d'après vos résultats, il n'y a aucune raison médicale pour que vous ne puissiez pas concevoir naturellement. » Je me souviens avoir serré le bord de ma chaise. Alors pourquoi n'ai-je pas conçu? Elle a hésité délicatement avant de répondre, « Je recommande vivement à votre mari de compléter une évaluation de fertilité. » C'était tout. Pas de révélation dramatique, pas de rebondissement cinématographique, juste de la médecine, de la science, de la logique. Mais la logique devient dangereuse lorsqu'elle menace l'ego de quelqu'un. Daniel a refusé toutes les conversations. Après cela, la seule fois où j'ai mentionné mes résultats pendant le dîner, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Les médecins se trompent tout le temps, a-t-il dit sèchement. Daniel, tu es obsédé par l'idée de me faire porter le chapeau. Je ne blâme personne. Eh bien, tu en as l'air. Puis il a quitté la table au milieu du dîner. À l'époque, je pensais encore que nous pouvions arranger les choses. C'est la partie humiliante d'aimer quelqu'un profondément. On continue de chercher la version de la personne que l'on a rencontrée pour la première fois, longtemps après qu'elle ait cessé d'exister. Au cours de la semaine suivante, la réalité s'est répandue dans ma vie comme de l'encre renversée. Daniel a publié des photos en ligne avec Kayla presque immédiatement. Dîner en ville, échographie, légende sur les nouveaux départs et le fait de devenir enfin l'homme que j'étais censé être. Les gens de notre cercle social ont réagi exactement comme on pouvait s'y attendre de la part d'Américains de banlieue, en privé, ils jugeaient, en public, ils étaient polis. Quelques femmes de l'église m'ont envoyé des messages vagues, remplis de sympathie passive. Je pense à toi pendant cette période difficile, a écrit une voisine, qui m'a apporté du pain aux bananes, comme si j'avais survécu à une tornade. Personne n'a posé de questions difficiles à Daniel, car les hommes séduisants et à succès sont rarement soumis à un examen minutieux, tant que les dégâts ne sont pas visibles. Pendant ce temps, Daniel s'est transformé en quelqu'un de presque méconnaissable. La cruauté est devenue délibérée. Maintenant, il a cessé de cacher les dépenses sur notre compte joint, car il ne se souciait plus que je les vois, achat de bijoux, frais d'hôtel de week-end. En ville, dîner coûteux, location d'un SUV de luxe, qui s'est avéré être pour Kayla
Le mari de Rachel, Mark, m'a aidé à contacter une avocate spécialisée. Dans le divorce, Linda Moreno, une femme vive et posée, d'une 50aine d'années, dont le bureau surplombait la rivière du Page. Après avoir écouté tranquillement mon histoire, Linda a joint ses mains. Émilie, a-t-elle dit attentivement. Voulez-vous de la vengeance ou voulez-vous de la protection? La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas. Si, vous savez. J'ai regardé ma bague de mariage. Je veux la vérité. Linda a hoché la tête. Lentement, presque avec approbation. Bien. La vérité est plus facile à prouver que la vengeance. Au cours des jours suivants, le bureau de Linda a découvert des choses qui m'ont retourné l'estomac. Daniel avait retiré de l'argent de notre épargne commune pendant près d'1 an. Pas des sommes énormes au début. Assez petites pour ne pas attirer l'attention, puis des retraits plus importants. Il a utilisé les fonds conjugaux pour des vacances, des cadeaux, des dépôts d'appartements, même des procédures esthétiques pour Kayla. Mais la pire découverte est venue 3 jours plus tard. Linda m'a appelé dans son bureau et a glissé plusieurs formulaires bancaires imprimés sur le bureau. Avez-vous autorisé cela? J'ai regardé les signatures, mon nom, ou plutôt l'imitation de mon nom par Daniel. Mon sang s'est glacé. Il a falsifié ça. Il semble que oui. La pièce est soudainement devenue trop petite. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les années où je l'avais protégé émotionnellement, pendant qu'il démantelait tranquillement ma dignité, pièce par pièce, derrière mon dos. Linda m'a regardé attentivement. Cela compte maintenant, a-t-elle dit. Pas émotionnellement, légalement. J'ai regardé par la fenêtre la rivière en contrebas. Les voitures traversaient le trafic de l'après-midi. Les gens buvaient du café devant les cafés voisins. Quelque part, des enfants sortaient de l'école. Des couples planifiaient des dîners. Des vies ordinaires continuaient, intactes. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les gens racontent aux autres. Ce sont ceux qu'ils se racontent à eux-mêmes. Daniel avait besoin que la grossesse de Kayla soit réelle, parce que toute son identité en dépendait. Sans ce bébé, il n'échappait pas à l'échec. Il l'exposait. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans la chambre d'amis de Rachel, tenant mes résultats de fertilité dans une main et mes papiers de divorce dans l'autre. J'ai pensé aux années que j'avais passées à m'excuser pour un corps qui n'avait jamais trahi personne. Puis j'ai pensé à Daniel souriant, tout en m'humiliant. Dans ma propre cuisine. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai souri aussi. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'avais enfin compris où allait cette histoire. Et Daniel Carter n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Quand l'hiver s'est installé sur l'Illinois, Daniel avait entièrement réécrit notre mariage en une histoire où il était le mari blessé, qui avait finalement échappé à une femme froide et stérile. Et les gens l'ont cru. Pas entièrement, pas ouvertement, mais suffisamment. C'est la laide vérité sûre. La sympathie publique, elle appartient souvent à celui qui parle le premier. Qui sourit le mieux. Daniel excellait dans les deux. Il publiait des photos soigneusement mises en scène en ligne avec Kayla, tous les quelques jours. Séance de maternité près du Riverwalk, dîner coûteux en ville, images floues. D'échographie, accompagnée de légendes sur la gratitude et les deuxièmes chances. Sur chaque photo, il avait l'air triomphant, comme un homme qui avait enfin conquis une tragédie privée. Pendant ce temps, je suis devenu le fantôme. En arrière-plan de ma propre vie. Les voisins évitaient le contact visuel à l'épicerie, car les Américains ont maîtrisé l'art du malaise poli. Les amis ont cessé d'appeler, car le divorce rend les gens nerveux. Cela leur rappelle à quel point leur propre mariage pourrait être fragile.
Seule Rachel est restée. Constamment furieuse en mon nom. Un dimanche après-midi, alors que nous plions du linge ensemble dans son sous-sol, elle a levé son téléphone et a dit « Je jure devant Dieu, si je vois encore un seul post stupide de ton mari, je vais me rendre à Chicago moi-même. » J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Daniel avait téléchargé une autre photo. Kayla était assise devant un arbre de Noël décoré, vêtue de vêtements de maternité couleur crème, tandis que Daniel s'agenouillait à côté d'elle, tenant son ventre. La légende disait, certaines bénédictions arrivent après des années de chagrin. Rachel avait l'air prête à commettre un homicide. J'ai surprise nous deux en riant doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Daniel ne célébrait plus la paternité. Il jouait la masculinité pour un public, et les performances s'effondrent. Toujours. Finalement, la procédure de divorce est devenue plus laide après le Nouvel An. Daniel a déposé le premier, ce que Linda m'a assuré être principalement symbolique, mais la requête elle-même a été comme une gifle. Sous les exigences financières et les demandes de biens immobiliers se trouvaient des références subtiles à des difficultés de fertilité de longue date au sein du mariage. Pas assez explicite pour être qualifié de diffamation, juste assez cruel pour m'humilier davantage. Linda a lu le document calmement de l'autre côté de son bureau, tandis que j'étais figé. Il veut la maison, a-t-elle dit. Il demande également une réduction des considérations conjugales, en raison des contraintes financières liées au traitement de fertilité. Je l'ai regardé. Nous n'avons pratiquement pas fait de traitement. Je sais. Quelles contraintes financières? Linda m'a regardé longuement. Émilie, des hommes comme votre mari ne construisent pas d'arguments juridiques sur la vérité. Ils les construisent sur l'image. Cette phrase m'est restée. L'image. La vie entière de Daniel tournait autour de l'image. Ses costumes sur mesure, ses montres de luxe, son abonnement coûteux à la salle de sport, le personnage soigneusement élaboré sur les réseaux sociaux d'un pourvoyeur de banlieue confiant. Et maintenant, la grossesse de Kayla était devenue la preuve ultime de sa masculinité. Sans ce bébé, tout s'effondrerait. Linda s'est penchée en arrière sur sa chaise, pensive. Il y a autre chose. Quoi? Compte tenu des circonstances, nous pouvons demander une vérification de paternité, une fois que l'enfant est né. J'ai cligné des yeux. Vous voulez dire un test ADN? Oui. J'ai regardé mes mains lentement. Une partie de moi résistait encore à l'idée, car malgré tout, malgré l'aventure, l'humiliation et les mensonges, une part obstinée de mon cœur se souvenait encore de l'homme que j'avais aimé. Puis je me suis souvenu de lui, embrassant Kayla dans ma cuisine. S'il est si certain, Linda a continué doucement, il ne devrait pas s'y opposer. Elle avait raison. 3 jours plus tard, Daniel a absolument perdu la tête. Il m'a appelé 6 fois de suite après avoir reçu la demande du bureau de Linda. J'ai ignoré chaque appel, jusqu'à ce qu'il laisse finalement un message vocal. Tu te ridiculises maintenant, Émilie, a-t-il claqué. Tu es amère, jalouse et honnêtement, ça devient pathétique. Sa voix semblait tendue. Sous la colère. Pas confiante, menacée. J'ai enregistré le message vocal. Puis est venue Patricia. Mon ex-belle-mère m'a invité à déjeuner inopinément dans un restaurant à Oakbrook. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé. Elle est arrivée portant des perles et de la déception, comme d'habitude. Pendant plusieurs minutes gênantes, elle a discuté de la météo, du trafic, des rénovations de l'église, le genre de conversation insignifiante que les gens utilisent pour éviter de toucher directement aux mines émotionnelles. Finalement, elle a soupiré. Daniel dit que tu rends le divorce difficile. J'ai presque souri. C'est intéressant. Patricia a plié sa serviette.
soigneusement. Émilie, je sais que cette situation a été douloureuse pour toi. Mais Kayla porte son enfant maintenant. C'était ça, l'accusation silencieuse. Sous la sympathie. Je l'ai regardé directement. Daniel vous a-t-il déjà dit qu'il avait refusé les tests de fertilité? Elle a légèrement froncé les sourcils. Quoi? Il n'a jamais été testé, Patricia. Pas une seule fois. C'est ridicule. C'est vrai. Pour la première fois depuis des années. L'incertitude a traversé son visage. Mais seulement brièvement, car le déni est héréditaire dans certaines familles. Eh bien, a-t-elle dit avec raideur. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Pas encore. Au cours des mois suivants, la grossesse de Kayla est devenue le centre de toute l'identité de Daniel. Il a organisé des fêtes pour révéler le sexe du bébé, a publié des rénovations de la chambre de bébé en ligne, a parlé sans fin de devenir père. Des amis communs ont rapporté l'avoir entendu dire des choses comme « Parfois, la vie vous offre une seconde chance ». Ou pire, je suppose que ce n'était tout simplement pas censé arriver avec Émilie. Chaque commentaire se répandait discrètement dans notre cercle social, comme de la fumée. Et à chaque fois, je suis restée silencieuse. Ce silence a rendu Daniel fou. Parce que les gens coupables s'attendent à des cris. Ils s'attendent à de la vengeance. Ils s'attendent au chaos émotionnel, parce que le chaos leur permet de jouer les victimes. Mon calme, en revanche, l'a effrayé. Au début du printemps, le bébé est né, un petit garçon nommé Noah. Daniel a publié des photos de l'hôpital en quelques heures. Je me souviens d'avoir regardé une image tard dans la nuit. Depuis le canapé de Rachel. Daniel tenait maladroitement le nouveau-né, tandis que Kayla souriait à côté de lui, épuisée mais triomphante. Et soudain, inopinément, j'ai eu pitié de l'enfant, car les enfants innocents paient toujours pour la vanité des adultes. Finalement, 2 semaines plus tard, nous étions assis dans un bureau de médiation privée, dans le centre-ville de Chicago. La pièce sentait légèrement le café et l'encre d'imprimante. La pluie ruisselait doucement sur les fenêtres, surplombant la ville. Et la tension était palpable entre toutes les personnes présentes à la table, Linda à mes côtés. Daniel en face de nous, Kayla près du coin, tenant un sac allongé, et 2 avocats supplémentaires qui examinaient tranquillement des papiers. Daniel ne me regardait pas directement. Il avait l'air irrité, plus que nerveux, comme si cette réunion était un désagrément qui interrompait sa nouvelle vie. Puis le médiateur s'est éclairci la gorge. Nous avons reçu les résultats de paternité, demandés par les 2 parties. Kayla s'est légèrement déplacée. Daniel a expiré avec impatience. Pouvons-nous accélérer les choses? Le médiateur a ouvert l'enveloppe. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ensuite. Non pas à cause des mots, mais à cause du visage de Daniel. Monsieur Carter, a dit le médiateur attentivement. Le test indique que vous êtes exclu en tant que père biologique. Silence. Silence absolu. Toute la pièce sembla retenir sa respiration. Kayla a regardé fixement. Daniel a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis a ri. Pas un rire normal. Un rire aigu, instable. C'est impossible. Personne n'a répondu. Il a attrapé violemment les papiers, parcourant la page de plus en plus vite, tandis que la couleur s'échappait de son visage. Non, a-t-il murmuré. Non, c'est faux. Kayla a soudainement commencé à pleurer. Pas des pleurs dramatiques. Des pleurs terrifiés. Je pensais que c'était le tien, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Daniel, je jure que je pensais, tu m'as dit, je ne voyais personne de sérieux. Qui est-ce? A crié Daniel. Le bébé a commencé à pleurer aussi. Le chaos a éclaté.
dans la pièce. Et puis Linda a posé tranquillement une autre enveloppe sur la table. Daniel l'a regardée lentement. Qu'est-ce que c'est? Sa voix est. Restez calme. L'évaluation de fertilité ordonnée par le tribunal. Tout en. Moi s'est immobilisé. Daniel a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Je l'ai regardé lire les mots confirmant ce qu'il avait passé des années à fuir. Infertilité masculine sévère. Probabilité presque nulle de conception naturelle. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre la pluie taper contre la vitre. Daniel m'a regardé alors, vraiment regardé. Et pour la première fois. Depuis des années, le masque a complètement disparu. Pas d'arrogance, pas de confiance, pas de performance, juste de la peur. Une peur brute, dévastatrice. Tu savais, a-t-il murmuré. J'ai soutenu son regard fermement. Je savais que je n'avais rien. Il y a un genre particulier de silence qui suit l'humiliation publique. Pas un silence bruyant, pas un silence dramatique. Un silence mort. Creux, le genre qui s'installe dans une pièce après que la vérité arrive enfin. Et que personne ne sait plus où regarder. Ce silence a suivi Daniel partout. Après la médiation. En 48 heures, toute l'illusion s'est effondrée. Kayla a déménagé en premier, non pas parce qu'elle a soudainement développé une morale, mais parce que la panique a remplacé le fantasme, dès que l'argent, les avocats et la réalité sont entrés en scène. Elle avait passé près d'un an à s'imaginer entrer dans une nouvelle vie glamour, aux côtés d'un homme plus âgé et prospère qu'il adorait. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec un nouveau-né, tandis que Daniel sombrait dans la rage et la paranoïa. Selon des amis communs, leur dernière dispute a été catastrophique. Daniel l'a accusé de l'avoir piégé. Kayla l'a accusé de l'avoir utilisé pour se sentir comme un vrai homme. Les deux avaient raison. À la fin de la semaine, elle avait pris le bébé. Et avait disparu, pour rester chez des proches dans l'Indiana. Puis est venue là. Retombée que Daniel n'a jamais vu venir. Car la trahison seule détruit rarement la réputation d'un homme en Amérique de nos jours. Mais l'humiliation le fait. Surtout l'humiliation masculine, surtout celle liée à l'ego. L'histoire s'est répandue discrètement au début, via des chaînes de SMS, des commérages de quartier, des chuchotements au bureau, des conversations à l'église après le service du dimanche. Personne ne l'a dit directement à Daniel en face. Bien sûr. Les Américains préfèrent la destruction indirecte. Nous sourions poliment, tout. En nous démantelant socialement les uns les autres, à huis clos. Bientôt, tout. Le monde savait que Daniel avait trompé sa femme, l'avait publiquement humiliée. Avait affirmé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, puis avait découvert qu'il n'était pas le père après tout, et enfin, le détail fatal, avait appris que c'était lui qui était infertile. Cette dernière partie s'est répandue le plus vite, car les gens sont les plus cruels envers les insécurités que les autres. Et c'est le plus de cacher. Rachel m'a appelé un soir, alors que je terminais le dîner. Tu sais, Patricia est venue à l'église en pleurant. J'ai fermé les yeux brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, quelqu'un a posé des questions sur le bébé. Je me suis penché en arrière lentement sur ma chaise. Pendant des années, Patricia m'avait traité comme un appareil défectueux, ruinant tranquillement l'avenir de son fils. Maintenant, elle devait faire face à la possibilité que le problème n'ait jamais été moi du tout. Non seulement cela, mais elle avait élevé l'homme qui avait détruit son propre mariage, en essayant d'éviter la honte. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. Émilie, pourrions-nous nous rencontrer? Nous sommes rencontrés dans un petit café à Genève, près de la rivière Fox. Le ciel de l'après-midi était bas et gris au-dessus de l'eau, le début du printemps.
s'accrochant toujours obstinément au Midwest. Patricia avait l'air plus âgée. Pas dramatiquement plus âgée, juste diminuée en quelque sorte. Comme si la réalité s'était enfin présentée, après des années d'ignorance polie. Pendant plusieurs instants, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a dit doucement, « Je te dois des excuses. » J'ai remué mon café sans lever les yeux. Pourquoi faire? Ses yeux se sont remplis immédiatement. Pour ne pas avoir écouté. Des mots simples, mais ils ont eu plus d'impact que n'importe quel discours dramatique n'aurait pu en avoir. Elle a admis que Daniel avait enfin tout avoué. Après la médiation. Les tests de fertilité refusés, les mensonges, le ressentiment, l'aventure, tout cela. Il a dit qu'il ne supportait pas de se sentir faible, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête faiblement. Ça ressemble à Daniel. Patricia a tressailli. Tu l'as protégé pendant des années. N'est-ce pas? Oui. Et il t'a quand même blâmé. J'ai regardé par la fenêtre du café vers la rivière. Oui. Le plus triste n'était pas la tromperie. Ce n'était même pas l'humiliation. C'était la réalisation que j'avais passé des années à porter une douleur émotionnelle pour un homme qui n'aurait jamais fait la même chose pour moi. Patricia a pleuré doucement, puis a essuyé ses yeux avec des doigts tremblants. Tu ne méritais rien de tout cela. Non, je ne le méritais pas. Mais je comprenais aussi quelque chose que Patricia ne saisissait pas encore pleinement. La vraie punition de Daniel avait déjà commencé, car une fois que la performance s'effondre, une personne n'a d'autre choix que de se rencontrer honnêtement. Et Daniel avait passé toute sa vie à éviter cette rencontre. Au cours du mois suivant, des morceaux de sa vie soigneusement construits ont continué à s'effondrer. Sa performance au travail s'est gravement détériorée. L'un des enquêteurs financiers de Linda a découvert une utilisation abusive supplémentaire des fonds matrimoniaux partagés. Eh bien, qu'aucune accusation criminelle n'ait été portée, le scandale a atteint son cabinet assez rapidement pour avoir de l'importance. Les clients sont devenus mal à l'aise. Les collègues se sont éloignés. Puis est venue la boisson. Des amis communs ont rapporté l'avoir vu seul dans des bars du centre-ville, les après-midi en semaine, fixant silencieusement des verres de bourbon, tandis que des matchs sportifs étaient diffusés au-dessus sur des télévisions muettes. Une partie de moi détestait entendre ces histoires. Une autre partie croyait qu'il le méritait à chaque seconde. Ces deux sentiments existaient ensemble. Constamment. C'est la vérité inconfortable que les personnes matures admettent rarement à voix haute, la vengeance n'efface pas l'amour immédiatement. Parfois, on continue à faire le deuil de quelqu'un tout en assistant à la destruction de cette personne par la justice. Un soir de fin avril, je suis rentré chez Rachel après le travail et j'ai trouvé Daniel assis dans sa voiture, de l'autre côté de la rue. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Puis il est sorti. Lentement. Il avait l'air terrible. Pas terrible de film. Vraiment terrible. Mal. Rasé, pâle, épuisé, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Rachel l'a vu aussi, depuis la fenêtre de devant, et a immédiatement marché vers la porte. J'appelle la police. Non, ai-je dit. Doucement. C'est bon. Elle n'était pas convaincue, mais a reculé. Je suis sorti. Un vent froid soufflait à travers les arbres au-dessus de nos têtes. Tandis que Daniel se tenait près du trottoir, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau. Pendant plusieurs secondes, il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Cela seul m'a tout dit. Finalement, il a parlé. J'ai perdu mon emploi. Je n'ai rien dit. Ils ont appelé ça une restructuration. Il a laissé échapper un rire creux, mais nous savons tous les deux ce que c'était vraiment. Pourtant,
Je suis restée silencieuse. Daniel a levé les yeux alors, et ce que j'ai vu m'a légèrement effrayé. Non pas parce qu'il avait l'air dangereux, mais parce qu'il avait l'air brisé d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai tout ruiné, a-t-il murmuré. L'honnêteté dans sa voix a frappé plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. J'ai croisé les bras contre le froid. Pourquoi es-tu ici? Il a dégluti difficilement. Parce que j'avais besoin que tu l'entendes de ma part. J'ai attendu, et enfin, après des années d'arrogance, de blâme et de lâcheté émotionnelle, Danielle Carter a dit la vérité. Quand nous ne pouvions pas tomber enceinte, a-t-il fait une pause avec des tremblements, j'ai commencé à me sentir moins homme. Les mots lui sortaient avec douleur. Chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur les enfants, chaque baby shower, chaque fête, je me sentais humilié. Et quand ton médecin a suggéré des tests, il a détourné le regard, je ne pouvais pas le faire. Tu aurais pu l'affronter avec moi. Je sais. Mais au lieu de cela, tu m'en as puni. Son visage s'est légèrement froissé. Puis je me suis convaincu que ce devait être de ta faute. Parce que si ce n'était pas le cas, il a cessé de parler. Parce que si ce n'était pas ma faute, alors il aurait dû affronter sa propre peur, sa propre fragilité, sa propre honte. Et plutôt que d'affronter ces choses, honnêtement, il a choisi de détruire la personne qu'il aimait le plus. Daniel a essuyé lentement ses mains sur son visage. Quand Kayla est tombée enceinte, il a ri amèrement. Je pensais que ça prouvait tout. Non, ai-je dit. Doucement. Tu avais besoin que ça le prouve. Des larmes lui ont aussitôt rempli les yeux. Cela m'a surprise plus que tout. Je n'avais jamais vu Daniel pleurer. Ni quand son père est mort. Ni pendant nos luttes pour la fertilité. Ni même pendant notre séparation. Mais maintenant, seul dans une rue de banlieue. Calme, sans rien pour protéger son ego, il avait enfin l'air humain. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru. Mais la sincérité et les conséquences ne sont pas la même chose. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais un jour prévu de passer ma vie et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne voulais plus de vengeance, car la vengeance avait déjà eu lieu. Non pas par des cris, non pas par la cruauté, mais par la vérité. Je t'ai aimé, ai-je dit doucement. Daniel a fermé les yeux. Je sais, mais t'aimer m'a presque détruite. Le vent soufflait doucement entre nous. Puis j'ai fait un pas lent en arrière vers la maison, et Daniel n'a pas essayé de m'arrêter. Un an après que mon divorce a été prononcé, j'ai acheté une petite maison jaune à 20 minutes à l'ouest de Naperville, près d'un parc public rempli d'érables et de sentiers de promenade. Elle n'était ni grande ni particulièrement impressionnante, mais pour la première fois depuis des années. Chaque pièce m'appartenait entièrement. Aucune tension ne planait sous les conversations, aucun silence ne s'étirait sur les tables de dîner, aucune surveillance minutieuse des humeurs de quelqu'un d'autre. Juste la paix. Une vraie paix. Le genre que l'on n'apprécie pas tant que l'on n'a pas passé des années à survivre sans elle. J'ai peint la cuisine moi-même au début de l'automne, tandis que du jazz jouait doucement sur une vieille enceinte Bluetooth équilibrée près de l'évier. Certains soirs après le travail, je m'asseyais pieds nus sur la véranda arrière, une tasse de thé à la main, et j'écoutais des enfants rire quelque part au-delà des arbres. Et au lieu de ressentir le chagrin comme autrefois, je ressentais quelque chose de plus calme. L'acceptation. Toutes les vies ne se déroulent pas comme nous l'imaginons à 30 ans. Cela ne signifie pas qu'elles sont ruinées. À l'hôpital, les choses sont lentement revenues à la normale aussi. Les rumeurs sur mon divorce se sont finalement estompées, car l'Amérique passe toujours à de nouveaux scandales. Les jeunes infirmières ont cessé de me regarder avec une sympathie inconfortable.
Les patients avaient toujours besoin de médicaments. Les parents effrayés avaient toujours besoin d'être rassurés. Les enfants avaient toujours besoin d'eux. Quelqu'un de calme à leur côté à 3 heures du matin. La douleur semble énorme. Quand on y est piégé. Puis la vie ordinaire continue. Quoi qu'il en soit, un jeudi après-midi pluvieux, presque exactement 1 an après que Daniel ait fait entrer Kayla dans notre maison, j'ai assisté à une séance d'orientation pour bénévoles d'une organisation de soutien local, aidant les femmes confrontées à l'infertilité, au divorce et à la violence émotionnelle. Au début, je ne savais pas pourquoi je m'étais inscrite. Peut-être parce que survivra. L'humiliation change la façon dont on reconnaît la souffrance chez les autres. Ou peut-être parce qu'après avoir passé si longtemps à me défendre, je voulais redevenir utile. Le centre de soutien fonctionnait dans un ancien bâtiment d'église rénové à Aurora. Rien de sophistiqué. Des chaises pliantes, des stations de café, des brochures d'information empilées le long des murs pâles. Mais dans ces pièces, des femmes disaient des vérités qu'elles avaient cachées pendant des années. Une femme a décrit de multiples fausses couches, tandis que son mari se retirait émotionnellement du mariage. Une autre a admis qu'elle était restée avec un conjoint infidèle, parce qu'elle craignait de vieillir seule. Une troisième a avoué qu'elle avait passé près de 10 ans à croire que l'infertilité la rendait moins féminine. Je me souviens avoir écouté tranquillement et avoir réalisé à quel point les femmes portaient de honte pour des choses qui n'étaient jamais entièrement les leur apportées. Surtout en mariage, surtout en Amérique, où les femmes sont encore tranquillement enseignées que nourrir tous les autres compte plus que de se protéger. Après la réunion, je suis resté pour aider à nettoyer les tasses de café et à plier les tables. C'est là que j'ai rencontré Sophie pour la première fois. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Une toute petite chose, avec des boucles brunants. Bataille et d'énormes yeux prudents, assise seule dans le couloir, coloriant avec des crayons cassés, tandis que sa mère d'accueil parlait avec l'une des bénévoles à proximité. J'ai souri poliment en passant. Sophie m'a regardé très sérieusement et a demandé « Pourquoi les adultes boivent-ils toujours du café quand ils sont tristes ?» J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter. C'est en fait une très bonne question. Elle a hoché la tête solennellement, comme si nous avions partagé quelque chose d'important. Au cours des semaines suivantes, je l'ai revue à plusieurs reprises, chaque fois que je faisais du bénévolat. Sa mère d'accueil, Denise, a finalement expliqué que Sophie avait rebondi entre des foyers temporaires pendant près de 2 ans, après avoir été retirée d'une situation de négligence. Personne ne poursuit officiellement l'adoption pour l'instant, a dit Denise doucement un après-midi. Les gens veulent des bébés. Les enfants plus âgés attendent plus longtemps. Quelque chose dans cette phrase m'est resté toute la nuit. Les gens veulent des bébés. Les enfants plus âgés attendent plus longtemps. Pendant des années, j'avais mesuré la maternité. Par l'absence, test de grossesse, crainte de fertilité, chambre vide, fête remplie de déceptions silencieuses. Mais assise en face de Sophie, tandis qu'elle me montrait fièrement des dessins bancals de dinosaures et d'arc-en-ciel, quelque chose a lentement changé en moi. La maternité n'était pas une possession. Ce n'était pas de la biologie. Ce n'était pas une preuve de féminité. C'était une présence, une constance, une sécurité, un amour donné. Librement, sans humiliation. À peu près au même moment, j'ai appris par des connaissances communes que Daniel avait commencé une thérapie. Au début, j'ai complètement écarté l'information. Trop peu, trop tard, ai-je pensé. Mais progressivement, plus de détails ont fait surface. Il a arrêté de boire, a commencé à fréquenter des groupes de soutien pour hommes confrontés à l'infertilité et à la dépression, a déménagé dans un appartement plus petit près de Wheaton, a pris des contrats après avoir eu du mal à trouver un autre poste en entreprise. Et apparemment,
selon Rachel, qui surveillait toujours les commérages locaux comme un sport de compétition, il était devenu nettement plus calme. Il s'avère que l'humiliation forge le caractère, a-t-elle marmonné un soir. Je comprenais la colère derrière sa blague. Mais étrangement, je n'avais plus besoin que Daniel souffre sans fin pour guérir, car la guérison avait déjà eu lieu. Pas parfaitement, pas magiquement, mais suffisamment. Puis un après-midi d'octobre, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Manuscrite, l'écriture de Daniel. Pendant plusieurs minutes, je l'ai simplement fixée, posée sur mon comptoir de cuisine, tandis que la pluie tombait doucement à l'extérieur des fenêtres. Finalement, je l'ai ouverte. La lettre elle-même était simple, pas de manipulation, pas de déclaration dramatique, pas de tentative de me reconquérir, juste de l'honnêteté. Il a écrit que la thérapie l'avait forcé à affronter à quel point il s'était senti profondément honteux. Après des années à croire qu'il ne pourrait jamais devenir père. Il a admis qu'il avait confondu masculinité et contrôle, et faiblesse et honnêteté. Il a confessé que chaque chose cruelle qu'il m'avait dite avait en fait été le reflet de sa propre peur. Puis est venue la phrase qui m'est restée le plus longtemps. Je t'ai blâmé parce que je ne pouvais pas me regarder. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée dans un tiroir, non. Pas parce que je voulais l'oublier, mais parce que je n'avais plus besoin de la porter sur moi. Plusieurs mois plus tard, après d'innombrables réunions, inspections de papier et conversations émotionnelles, je suis officiellement devenu partie du processus d'adoption de Sophie. La première nuit où elle a passé la nuit chez moi, elle a traversé chaque pièce avec précaution, comme quelqu'un qui avait peur que les murs ne disparaissent si elle les touchait trop fort. Quelle est ma chambre, a-t-elle demandé doucement. Je lui ai montré la petite chambre donnant sur le jardin. Elle est restée là silencieusement pendant plusieurs secondes, fixant les murs jaunes pâles et la bibliothèque près du lit. Puis elle a murmuré, « Vraiment ? Vraiment ?» Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assise seule sur la véranda arrière, enveloppée dans une couverture, tandis que l'air froid de l'automne traversait les arbres au-dessus de ma tête. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pensé à Daniel sans colère. Non pas parce que ce qu'il avait fait avait cessé d'être important, mais parce que la douleur avait finalement cessé de me posséder. Il a perdu son mariage, sa réputation, son illusion de lui-même. Et à la fin, rien de tout cela n'est arrivé parce que je l'ai détruit. La vérité l'a fait. Quant à moi, la vie n'est pas revenue à ce qu'elle était. Elle est devenue quelque chose de mieux, quelque chose d'honnête, quelque chose de paisible. Un dimanche matin tranquille, fin octobre, Sophie et moi avons marché ensemble dans le parc derrière notre maison, tandis que des feuilles oranges tombaient lentement sur le chemin devant nous. Elle a glissé sa petite main dans la mienne naturellement, sans effort, comme si elle avait toujours appartenu là. Et soudain, j'ai compris quelque chose que des années de chagrin n'avaient jamais réussi à m'enseigner auparavant. La famille ne se construit pas par la fierté, la biologie ou la performance. Elle se construit par un amour qui reste doux, même après la souffrance. J'ai levé les yeux vers le ciel pâle de l'automne et j'ai souri doucement à moi-même. Car perdre Daniel Carter n'a jamais été la tragédie que je pensais. C'était le début de ma vie. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui protègent vraiment votre dignité, lorsque la vie devient difficile. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas la cruauté. C'est la guérison, la croissance, et le refus de laisser l'amertume de quelqu'un d'autre définir votre valeur. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien compte vraiment plus que vous ne le savez.